tourisme et de développement durable et surtout de passion et d'engagement. Enfin, nous allons plonger au cœur des forêts congolaises pour découvrir non seulement leurs richesses, mais aussi les dangers qui les guettent. Il s'en suivra comme d'habitude des traditionnels échanges avec nos différents intervenants, nouveaux intervenants que je m'empresse de saluer et à qui je souhaite la bienvenue ici au Jardin Botanique et surtout notre public, Nathalie, qui ne cesse de nous accompagner. Ah oui, ça mérite quelques applaudissements. Les applaudissements, merci à tout le monde. Voilà, et au milieu de ce jardin d'Éden, nous allons évidemment découvrir un plaidoyer, un parcours et un homme que je vous amène de suivre dans cet élément. Allez, suivez. Situé à l'est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu est à lui seul la principale destination touristique de la RDC grâce à une flore exceptionnelle, un climat tropical rafraîchi par la présence des chaînes montagneuses, mais surtout le fameux gorille de montagne qui est à lui seul l'emblème par excellence de cette biodiversité. Chaque trésor ayant un gardien, le Nord Kivu possède le sien. Il s'agit de René Ngongo. Fils de fonctionnaire douanier, René Ngongo Mateso a vu le jour à Goma en 1961. Il y passe la majeure partie de son enfance entre la ville montagneuse dont il garde un merveilleux souvenir et le parc de la Rwindi où vit sa tante. Il se souvient encore avec émotion de ses vacances passées au milieu de ce qu'il n'hésite pas à qualifier de petits paradis terrestres. Très jeune, j'ai eu ce contact avec la nature. Vous voyez, l'aéroport de Goma, c'est juste au-dessus de l'aéroport qu'il y a le parc de Virunga. Et quand nous on était jeunes, on pouvait voir les animaux au-dessus de l'aéroport. Mais le déclic, je crois, est parti de mes vacances chez ma tante dont le mari travaillait à l'hôtel de la Rwindi, qui était à l'époque, je considère que c'était un petit paradis terrestre. C'est ce qui va aiguiser sa passion pour la nature verdoyante dont il est entouré dès son jeune âge. La poursuite de ses études secondaires va le conduire à Djomba, situé à une centaine de kilomètres de Goma, au sein du collège Busimba. Le système éducatif mis en place à l'époque offre à chaque trimestre un voyage au sein du parc Virunga aux meilleurs élèves. Pour rien au monde, je voulais manquer ces genres de visites parce que j'aimais être dans les parcs. J'avais une quiétude que je ne trouvais nulle part ailleurs. René Ngongo finira par se retrouver parmi les élèves qui connaîtront comme leur poche ce parc, se voyant déjà dans le costume de conservateur. Donc moi je me disais, mon rêve c'était de devenir un jour conservateur de parc. Cette ambition l'amènera à embrasser la biologie aux humanités à Nyengezi dans le sud Kivu, puis à l'université. D'abord à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, de 1981 à 1984, où il va étudier la biologie, puis à l'université de Kisangani, où il décrochera sa licence en 1987. Son brillant parcours le fera retenir comme assistant dans cette institution. C'est là qu'il va comprendre que la responsabilité de l'homme dans la nature va bien au-delà de son environnement. La nature joue un rôle important et c'est à l'homme de veiller à ce que l'harmonie ne soit jamais brisée. L'engagement pour la cause environnementale est né en lui. Et c'était vraiment passionné de suivre ces enseignements. Et là, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait des engagements pour préserver notre environnement. Continuant sa carrière dans l'enseignement, René Ngongo approfondit ses connaissances environnementales à coups de documentation et de lecture. Avec un ami, il va se lancer dans l'animation d'une émission radiophonique sur la RTNC afin de sensibiliser la communauté locale sur les questions environnementales. En 1992, René Ngongo va rencontrer un groupe de chercheurs américains qui lui présenteront une curieuse carte satellite qui situait la ville de Kisangani en pleine savane, alors que tout le monde croyait qu'elle était située en pleine forêt. Le saccage de la forêt sera le premier signal d'alarme qu'il va lancer. En 1994, René Ngongo met sur pied avec des amis universitaires l'organisation concertée des écologistes et amis de la nature, Océan en sigle, pour donner ainsi une voix et des infrastructures à la société civile congolaise dans sa lutte contre la destruction des forêts. Ces premiers arbres seront ainsi plantés, notamment à la mairie ou encore devant la procure de la ville de Kisangani. Grâce à son combat, René a contribué à l'élargissement des questions des ressources naturelles pour aller bien au-delà des simples préoccupations forestières. Exploitation minière, pétrolière, gestion responsable de ressources naturelles ou encore développement durable figurent au cœur des débats que suscite l'environnement.
Nous avons élargi nos questions parce qu'au départ, Océan était concentré essentiellement sur les questions de forêt, parce que les déclics est parlé de forêt, mais aujourd'hui, les mouvements écologiques nationaux parlent non seulement de forêt, mais parlent de la gestion de des mines, la gestion du pétrole, la gestion de nos cours d'eau, parce que tout cela a des implications sur l'économie et le développement. Et depuis lors, nous parlons de développement durable. Grâce à son poids, la RDC a adhéré à certains standards internationaux de traçabilité et de contrôle des richesses extraites de son sol comme de son sous-sol, à l'instar de la certification. Apparemment, on pensait que les questions de certification étaient réservées à des juristes. Et nous, on a compris que c'était un engagement de tout le monde. Au fait, la certification, c'est un processus qui met comme un cachet à un produit pour montrer que ce produit-là a été produit dans des conditions qui respectent l'environnement, qui respectent le social et qui respectent l'économie. En 2002, après une formation en Allemagne, il revient en RDC où il est nommé personne contact de la célèbre association Greenpeace, connue comme la farouche gardienne des forêts illégalement exploitées. En 2009, il rejoint la World Wildlife Foundation où il évolue comme coordonnateur pour les industries extractives. Marié et père de 4 enfants, René Ngongo les considère comme sa principale source d'inspiration dans l'accomplissement de son travail. Son plaidoyer l'aura conduit vers les hautes sphères de la reconnaissance mondiale, faisant connaître par la même occasion la riche biodiversité des forêts congolaises. Il se verra remettre le prix Nobel alternatif pour l'ensemble de sa lutte, sa constance et son courage à sauver ce magnifique patrimoine que représentent les forêts congolaises. René Ngongo Mateso est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Mesdames et messieurs, accueillez René Ngongo. Bonjour. Bonjour monsieur René Ngongo, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur le plateau du Congo d'Excellence. Merci, c'est bien gentil à vous de m'avoir invité à votre émission. Nous venons de voir votre portrait tout à l'heure. C'est une synthèse, une manière très condensée de voir votre lutte en faveur de la forêt congolaise. Ça va faire plus de 20 ans que vous y êtes investi. Et est-ce que ce portrait est le reflet de l'image que vous vous faites de vous-même? Bon, il est toujours difficile de se voir et d'écouter ce que les autres disent de vous, mais globalement, tout y est. Merci. Merci à vous, monsieur René. Si les forêts congolaises pouvaient parler, elles témoigneraient certainement de la passion de cet environnementaliste de 53 ans qui trouve sa force et son inspiration dans l'incroyable nature merveilleuse qui nous entoure ici en RDC. Suivez plutôt cet élément qui en parle. Un des traits caractéristiques qui transcende, on se demanderait bien pourquoi. La réponse est bien simple. Voilà, ma passion part de ma jeunesse et surtout de mon contact très tôt avec cette nature merveilleuse. La RDC est aujourd'hui l'un des rares pays au monde à disposer des parcs et aires protégés dont la surface représente 13% du territoire national. Constitués pour la plupart des paysages comme sortis tout droit d'un rêve, d'animaux exotiques dont plusieurs espèces sont endémiques, de forêts parsemées de réseaux hydrographiques aussi puissants qu'impressionnants, la RDC a tout pour... Virunga est parmi les 8 merveilles de la nature, mais moi je pense que c'est parmi les merveilles qu'on peut trouver dans le monde. Au total, ce sont 7 techniques zoologiques où se côtoient une magnifique En matière d'environnement. Et Monsieur René Ngongo, pouvez-vous nous dire aujourd'hui concrètement, on entend parler de patrimoine mondial de l'humanité, mais en quoi est-ce que ça consiste vraiment? En fait, c'est lorsqu'un pays a choisi de préserver une aire, comme ça on l'appelle aire protégée, et lorsque cette aire-là a une valeur exceptionnelle, l'État concerné fait une demande auprès de l'UNESCO pour que l'UNESCO puisse valider ce site et les classer comme site du patrimoine mondial. Et c'est tout un processus qui explique, qui commence par la demande qui est faite par l'État parti, en l'occurrence notre pays, la République démocratique du Congo. Les experts de l'UNESCO viennent vérifier si réellement ce site-là présente une valeur exceptionnelle. J'insiste bien sur la valeur exceptionnelle.
Et après vérification et en fonction de cette valeur, on classe les sites comme patrimoine mondial de l'humanité. C'est un processus qui peut prendre combien de temps? Ça dépend de la spécificité du site, mais ça peut aller entre 2 ou 4, même 5 ans. Mais juste une précision, donc il ne s'agit pas exclusivement, le patrimoine mondial de l'humanité ne comprend pas exclusivement des aires naturelles. Il y a des monuments, je pense que les pyramides. Il y a des d'Égypte, monuments, par exemple. il y a même des villes qui sont Des classées. villes, tout à fait. Oui. Ok. Quand la ville a une valeur exceptionnelle, elle peut être classée comme site du patrimoine Patrimoine mondial. mondial de l'humanité. Donc il n'y a pas que les sites naturels, il y a les sites culturels, tout comme toute une ville, comme je viens de le dire, Donc, il y a- peut être classée comme Donc site nos parcs sont à patrimoine côté de grands monuments comme les pyramides, comme de nombreux monuments dans la ville de Paris. On retrouve effectivement nos sites à nous. Effectivement, et là je dois souligner qu'il y a une forte demande. J'ai eu l'occasion de participer à la dernière session du comité du patrimoine mondial et je me rappelle que beaucoup de pays étaient en train de faire un plaidoyer pour que la RDC puisse appuyer leurs dossiers de demande. Parce que c'est un jury qui décide et on doit voir si réellement ces sites représentent quelque chose de spécial pour que vous puissiez valider cela. Et Et, donc, malheureusement, pour nous, nous n'avons que quelques 5 sites qui sont des sites naturels, mais nous pensons qu'il y a des sites culturels qu'il faut bien classer au patrimoine mondial. Ok. Et donc, nous allons passer la parole à nos intervenants. Nathalie, on va tout de suite commencer avec la question de Bédi. Bonjour Monsieur Rémy, Bonjour, Bédi. je suis Bédi Kabasele, étudiante en G3 économie à l'Université protestante au Congo. Ma préoccupation est la suivante. Nous, les jeunes, nous avons beaucoup d'idées, des rêves qui nous passent par la tête et certaines restent pratiquement passagères et il y en a qui traînent quelque part en nous. Alors, on se demande comment faire pour reconnaître une passion en nous, comment trouver la source de cette passion et est-ce que nous tous, nous avons une passion? Si nous tous, nous avons... Une passion. Effectivement, chacun de nous a une passion et moi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Les milieux ambiants peuvent soit susciter cette passion, ce qui est le cas pour moi. Donc les milieux ambiants a suscité cette passion, tout comme les milieux ambiants peuvent inhiber la passion en question. Je peux prendre le cas d'un ami qui voulait devenir géologue. Il avait vraiment cette passion-là parce qu'à l'époque, on voyait les cassapars. Aujourd'hui, on ne voit plus ces chapeaux qui étaient vraiment attrayants. Et à cause du fait qu'à l'époque, à Lubumbashi et au Katanga, il y avait la guerre du Chaba, Chaba 1 et Chaba 2. Ses parents ont tout fait pour l'empêcher de devenir géologue parce qu'il liait ses métiers à la guerre. Donc il y a tous ces éléments externes qui peuvent inhiber une passion, mais je pense que lorsqu'il y a une détermination, on peut vaincre ces obstacles-là. Et c'est quelque chose qui doit être en vous et qui doit vous pousser, vous devez d'abord vous-même être convaincu que c'est votre passion. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent vous aider à aller dans les cas de votre... Et moi, je suis convaincu que ceux qui réussissent généralement, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose pour lequel ils ont la conviction. On ne les a pas orientés. C'est vrai qu'en orientant, il y a des cas exceptionnels où on peut vraiment s'éclater, mais je pense qu'il faut laisser sa passion conduire la jeunesse et les éléments ambiants peuvent nous aider pour y arriver. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois que ça répond à ta question. Hein. Oui, merci beaucoup. C'est quoi ta passion à toi alors? Oui, ben, moi, ma passion, c'est aussi la nature. C'est aussi la nature. Oui. Ah ben, elle est bien tombée alors. Hein. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous passons la parole à Angelo alors. Bon, ma question est celle-ci. En suivant votre parcours, nous avons compris que vous avez fait de votre passion un métier. Et cela a certainement dû à vous demander beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de courage et de discipline, beaucoup de détermination et de sérieux. Alors aujourd'hui, vous êtes face aux jeunes, nous les jeunes qui sommes aussi dans vos pas, qui voulons aussi demain aussi faire aussi quelque chose pour notre pays. Maintenant, je voulais juste vous demander quel conseil pourriez-vous
donner à tous ces jeunes qui vous suivent, à nous les jeunes qui aussi nous avons des rêves et nous aimerions le transformer en réalité? Merci. C'est une question pertinente. Vous parlez de conseils que je peux donner, mais justement, il faut que ces jeunes demandent conseil. Dans mon cas, je ne cessais de dire aux adultes qui étaient autour de moi, je voudrais devenir conservateur. Quel genre d'études je dois faire pour les devenir? Et je pense que j'ai eu des bons conseillers qui m'ont dit, il faut faire des études en biologie. Je suis allé faire les humanités en biologie-chimie parce que je voulais atteindre cet idéal. Et à l'époque, lorsque nous terminons l'école secondaire, il y avait des affectations automatiques. Nous faisions des demandes et on faisait des choix. Mon premier choix, c'était d'aller faire l'université de Kisangani parce que c'est là que je pouvais devenir conservateur. À l'époque, on formait les biologistes là-bas. Et malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, c'est mon troisième choix qui avait été pris en compte à l'ISP Bukavu. Et on m'a fait là-bas, pas pour faire la biologie, mais pour faire l'anglais. Et j'ai commencé l'anglais, mais je disais toujours à mes enseignants que moi, je n'avais pas demandé l'anglais. Et après 2 mois de formation en anglais, j'ai tout bataillé pour entrer en biologie. Et c'était pas facile parce que j'ai rattrapé les autres après 2 mois de retard et je devais fournir un effort pour ne pas être refusé. Parce que c'était à l'époque très courant de se voir refuser et à ce moment-là, on perdait des opportunités. Et à ce moment-là, lorsque j'ai eu mon diplôme à l'ISP, vous savez qu'à l'époque, l'ISP, c'était un institut supérieur pédagogique. J'étais bon pour être enseignant de biologie. Je ne pouvais pas aller faire la carrière de conservation. Et j'ai demandé à ceux qui étaient à Kisangani comment je pouvais faire pour aller poursuivre les mêmes études pour lesquelles je voulais devenir conservateur. Et je vous dis que ce n'est pas facile parce qu'on vous dit c'est difficile. Et ça, on va toujours vous dire que c'est difficile. Et beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'on leur dit c'est difficile. On vous dit qu'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques. Et dans mon cas, on disait il faut mémoriser parce qu'il y a la systématique, il faut être bon pour pouvoir mémoriser les noms des plantes, les noms des animaux. Et je vous dis que dans un premier temps, ça allait me décourager. Mais je me suis dit, mais si les autres les font, pourquoi pas moi? On va vous faire un petit test alors. On fait le tour des arbres et vous nous donnez tous les noms là. Je pense qu'on aura l'occasion de circuler et vous verrez qu'il y a quelques noms que nous avons appris sur les bancs de l'école. Et c'est comme ça que j'ai eu mon graduat en biologie-chimie à l'ISP. Et malgré cela, je suis allé encore reprendre les universités, la faculté des sciences à l'université de Kisangani. Et je vous dis que ce n'était pas facile pour ceux qui connaissent cette faculté. À l'époque, elle était à 80% dirigée par les Belges. Il y avait une rigueur où on commençait les cours de 8 à 18 presque toute la semaine. Et vous savez que Kisangani est connu pour une cité d'ambiance. Nous qui avons fait cette faculté-là, nous étions privés de tout cela. Donc il y a des privations que nous étions obligés de faire parce que nous voulions réaliser notre objectif. Mais il y a aussi des préjugés. À ce moment-là, quand vous quittez l'institut supérieur, vous allez à l'université, les autres considèrent que vous n'avez pas de capacité. Donc il fallait prouver aux autres que vous aviez d'abord la motivation, mais aussi la détermination et les capacités pour faire ces études-là. Et pour mon cas, c'était ce qui a été fait et j'avais été retenu parmi les meilleurs. La preuve, à la fin de mes études, assistant à la faculté des sciences. Donc, il faut vraiment croire à ce que vous voulez faire et ne pas succomber à toutes sortes de facilités. Ils sont en train de s'écarter de leur passion. Mais vous n'avez pas de regrets, je pense. Je n'ai pas de regrets. Donc ça vaut la peine de se battre, Angelo. Alors c'est au tour de Faustin à poser sa question. Bonjour monsieur, c'est Faustin Simanga, étudiant en GD communication à l'EFASIC. Monsieur, on dit souvent difficile de vivre de sa passion. Si aujourd'hui votre passion vous permet de nourrir vous-même et votre famille, cela n'était pas le cas au début.
Monsieur, comment avez-vous fait pour garder le cap à votre vocation? Merci. Là, vous touchez, Faustin, un point très capital. Parce qu'aujourd'hui, l'orientation qui est donnée aux jeunes, c'est en fonction des gains matériels. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce métier d'environnementaliste n'était pas connu et n'était pas payant. Et je vous informe que beaucoup de gardes, beaucoup de conservateurs, les métiers qu'ils exerçaient, parce que c'était un métier très dangereux. En tant que fils de douanier, j'avais beaucoup de facilité à devenir douanier comme mon père. Je salue mes frères et sœurs qui ont choisi la carrière de mon père, mais de son vivant, il aurait souhaité que je devienne douanier parce que c'était quelque chose qui était qui pouvait être attrayant. Mais je pense que si on doit calquer son avenir sur l'impact des réels d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et moi, je pense que dans mon cas, quand j'ai choisi de devenir conservateur, ce n'était pas un métier qui payait. Et je me rappelle, lorsque nous avons commencé nos activités d'activisme, nous avons été la risée de beaucoup de gens qui disaient « Mais comment est-ce que vous, des hommes apparemment sérieux, vous pouvez perdre le temps à planter les arbres, à parler de la nature? Est-ce que vraiment cette forêt que nous avons, elle peut un jour disparaître ?» Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru. Et je me rappelle les jours où j'ai reçu les fameux prix Nobel alternatifs, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire « Est-ce que les René dont on parle, c'est bien vous ?» J'ai dit oui. C'est à cause de ces arbres-là que vous voyez planter il y a 30 ans. Donc, je vous dis qu'à l'époque, quand on s'est lancé dans cette aventure, il n'y avait pas de gains qu'on pouvait espérer avoir. Mais parce qu'on pensait que c'était une voie tracée pour nous, nous avons persévéré. Et je crois que la persévérance est une des qualités que je vous recommande, Faustin. Merci beaucoup, Monsieur René. N'est-ce pas, Christelle? Tout à fait. Parlons à présent d'un des traits de caractère qui a fait votre renom. Il s'agit de votre engagement en faveur de la protection de l'environnement. C'est un engagement qui, M. René Ngongo, vous a amené à créer déjà en 1992 avec des amis universitaires, Océan, l'organisation concertée des environnementalistes et amis de la nature. Cette organisation va faire preuve d'un tel dynamisme que vous serez finalement recruté par Greenpeace, qui va vous prendre d'abord comme personne contact. Ensuite, vous serez le responsable de relations politiques. Et aussi, au fil de cet engagement, vous allez vous retrouver à la WWF, où vous évoluez actuellement comme coordonnateur. Et en fait, il faut quand même le dire, Christelle, vos efforts et vos sacrifices, parce qu'ils sont nombreux, sont quand même aujourd'hui reconnus de tous, au-delà même de la RDC, et je propose qu'on suive cet élément. L'on ne saurait décrire René Ngongo sans faire mention de son engagement, de sa lutte. Un dévouement qui lui a valu une reconnaissance sur le plan international. Mais bien au-delà des prix et autres récompenses, il y a un engagement qui a trouvé l'assentiment de tous. De la société civile dont il se dit être un digne représentant, à l'institution étatique en charge de la conservation de la nature, les voix sont unanimes. Tous voient en René un combattant tenace qui essaie de rester constant dans son retranchement. En fait, je suis le combat de René Ngongo pas d'aujourd'hui. Je crois que l'ICCN l'accompagne suffisamment depuis de très longues dates. René Ngongo a été avant ça dans Greenpeace. Et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Je vais vous dire aussi longtemps, tout ce qui concourt à pouvoir protéger cet espace naturel que nous avons constitue notre préoccupation principale. Monsieur René, engagé dans les questions de la forêt, dans les questions de l'environnement, je pense que jusque-là, il a fait quelque chose de très important parce que c'est le premier prix Nobel que nous avons au Congo dans ce domaine-là. Et j'estime qu'il est capable de continuer dans ce sens. Je pense que son engagement est à féliciter et à encourager. Mon ami restait à sa propre philosophie. De retour sur le plateau de Congo d'Excellence, chers téléspectateurs, nous allons à présent passer à la série de questions et nous allons commencer avec la série de Dave qui est juste à côté de moi. La question, pardon, à moins qu'il ait une série de questions. Bonjour, merci René Ngongo. Bonjour Dave. Je suis Dave Lutonda, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, je fais la communication visuelle. Ma préoccupation est la suivante. Monsieur René, les personnes engagées sont souvent des personnes qui bousculent les choses.
qui dérangent, voire même qui suscitent l'hostilité dans leur environnement. Alors je veux savoir, comment avez-vous fait de ne jamais cesser de baisser les bras en dépit de la négativité ambiante? Merci pour cette question qui est pertinente. Au fait, quand vous avez un engagement, une cause à défendre, surtout comme celle-là, où nous étions en train de combattre les gens qui sont en train de piller notre pays, surtout les ressources naturelles, quand nous sommes appelés à faire des conférences à travers le monde où les mêmes personnes qui sont condamnées sont en train de vous suivre, avec possibilité de procès à l'avenir, ce n'était pas facile. Là, je dois dire à tous les jeunes qui font ce genre d'activités, il ne faut jamais écrire ou raconter des choses que vous ne savez pas prouver. Nous avions l'avantage d'avoir si bien documenté tous les discours que nous avons tenus pendant presque une vingtaine d'années, si bien que aller en justice était contre-productif pour ceux qui voulaient le faire. Mais les risques étaient là. Et je me rappelle qu'à plusieurs reprises, nos partenaires, compte tenu de la sensibilité des questions que nous étions en train d'aborder, nous demandaient de pouvoir rester en Belgique ou en France parce qu'ils craignaient pour nos survies et pour nos sécurités, surtout des retours au pays et encore à Kisangani qui à l'époque était sous occupation. Et je pense qu'un des éléments qui a pesé en faveur du prix que j'ai reçu, c'est mon refus de rester là-bas. Et je pense que les jeunes qui nous suivent ici, beaucoup rêvent d'aller rester en Europe. Mais moi, contrairement à beaucoup qui rêvent cela, j'ai préféré rentrer ici. Et ceux qui voulaient que je reste, ils me proposaient du travail. En Europe, hein? J'allais avoir un bon travail, mais j'allais être loin de ma passion. Ça veut dire notre pays et l'environnement qu'il faut préserver. Donc, les menaces ont eu lieu, effectivement. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois que je n'ai pas été chez moi pendant des semaines parce que la sécurité ne le permettait pas. Mais je pense qu'au lieu de nous décourager, cela nous a plutôt renforcé dans notre conviction qu'il fallait faire ce travail-là. Et je pense que quand je vois aujourd'hui le nombre des organisations, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'organisations qui osaient dire ce que nous on disait à l'époque. Et quand je vois le nombre d'organisations qui travaillent dans ces secteurs, que ce soit le secteur forestier, que ce soit le secteur des ressources naturelles en général, je me dis que quelque part, c'est le travail que nous avons porté avec d'autres collègues qui commencent à porter des fruits. C'est vrai que les risques sont là, mais nous pensons que si, et c'était ça ma réponse, si tous les Congolais qui viennent ici pour faire cette plaidoyer doivent rester ici, à ce moment-là, accepter que le pays soit pillé tel qu'il était à ce moment-là. Nous passons à présent à la question de Jenny. Bonjour, Monsieur René Ngongo. Bonjour, Jenny. Moi, c'est Jenny Samba, licenciée en économie monétaire et internationale à l'université William Booth. Ma question va dans le même sens que la question des Dave. Monsieur René Ngongo, sachant que généralement, tous les résultats des premiers actes posés par une personne qui veut s'engager ne donnent pas les résultats dès le début. Comment avez-vous fait pour ne pas vous décourager? Effectivement, je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments pour nous décourager. Et lorsque nous avons eu l'idée ingénieuse de créer Océan, nous avions partagé ça avec beaucoup de gens parce que nous voulions que ce soit une organisation qui regroupe des scientifiques, comme nous à l'époque à l'université, mais on a voulu associer tous les amis de la nature. C'est comme ça qu'on a appelé ça organisation concertée, une concertation entre les scientifiques, les écologistes de formation et les amis de la nature, parce que les questions de la nature nous intéressent tous. Et au départ, nous étions une centaine. Et je me rappelle même lors des assemblées générales de l'Océan, on pouvait atteindre facilement 200 personnes. Et je dois rappeler qu'à l'époque, il y a eu l'émergence des ONG. On pensait qu'aller adhérer à une ONG, ça veut dire qu'on a un salaire, on va avoir des 4x4. Mais après 5 ans, on n'avait reçu aucun financement et les nombres ne cessaient de décroître. Et c'était bon. Et moi, j'ai toujours dit la chance que cette organisation a eue, c'est que nous n'avons pas été financés dès le départ.
Et à ce moment-là, on a dû séparer les bons grés des livrets. Ceux qui étaient venus pour des motivations autres étaient partis. Ça veut dire qu'on est resté un noyau qui croyons à la cause. Et je dois vous dire qu'on a parcouru. Aujourd'hui, les gens font les terrains avec des motos, avec des 4x4. Nous, on a fait à vélo. La RDC. On a fait les sites, parce qu'à l'époque, on était autour de Kisangani. On a fait nos campagnes de sensibilisation à vélo. Et c'est 4-5 ans après qu'on a eu la première moto. Donc, il faut persévérer. Et encore une fois, je dis, il faut croire. Et vous pensez que c'est le meilleur chemin. Et à cause de la persévérance, à cause de la patience, c'est sûr que vous allez finir par obtenir les résultats que vous voulez. Puisque la plupart d'entre nous, quand on est jeune, on veut le maintenant et tout de suite, on veut le ici et maintenant, comme on dit l'expression, ici et maintenant. Et souvent, on oublie que même le déluge avait commencé par une fine pluie avant de devenir une véritable catastrophe. Tout à fait. Eh bien, nous allons à présent donc passer à la dernière question de cette série, et qui est la question de Junior Madilou. Bonjour, monsieur René Ngongo. Bonjour. C'est Junior Madilou, étudiant en première licence en sciences sociales, politico et administratives à l'université de Kinshasa, président de l'ONG Cercle congolais de lutte contre le réchauffement climatique. J'ai une question à deux volets. Premièrement, quel rôle a joué votre côté homme engagé dans votre réussite? Deuxièmement, je vais savoir, M. René Ngongo, les succès et la réussite peuvent-ils être au rendez-vous sans pourtant être engagé pleinement dans ce que l'on fait? Ok, je pense que je vais commencer par la première. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Lorsque vous êtes engagé, vous n'avez pas derrière l'idée d'être primé. Sinon, vous allez être découragé parce que le prix ne viendra pas peut-être au moment où vous y attendez. Donc, vous pensez que vous avez une mission à accomplir et vous foncez vers la mission et vous regardez pas à côté, vous pensez que vous avez un objectif à atteindre. Et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé et je pense que je dois reconnaître que j'ai été entouré parce qu'il y a eu d'autres collègues qui ont cru en moi. Mais je dois aussi reconnaître qu'il y a la famille qui a joué un grand rôle. Parce que je dois reconnaître qu'entre 2000 et 2010, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Et je me rappelle toujours, ma fille aînée, quand je rentrais, elle me disait, papa, tu repars quand? Parce qu'elle savait que papa rentre, mais pas pour beaucoup de temps. Elle devait savoir pour combien de temps il va jouer de la présence de son papa. Lorsque vous avez une famille qui comprend et qui vous laisse faire, je crois que c'est un atout. Donc, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés au sein de mon entourage. J'ai eu des amis, en tout cas beaucoup qui m'ont accompagné. Mais c'est vrai que d'autres m'ont laissé tomber en cours de route parce que, visiblement, on n'avait pas la même conviction. Et là, il y a quelque chose que j'ai appris. Ce n'est pas la quantité de gens qui s'engagent qui compte, c'est la qualité. Je vous ai parlé de notre organisation Océan au départ, qui arrivait à réunir 200 personnes, mais au bout de compte, après 3-4 ans, nous nous sommes retrouvés à moins de 20. Et voilà, on a eu cette occasion de travailler ensemble et nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, je suis content de voir des économistes, des architectes, des juristes qui sont pleinement engagés dans la cause environnementale. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et moi, je remercie les organisateurs de cette mission parce que à travers les missions, ils vont pousser beaucoup de gens à s'occuper de leur environnement. Et les gens ont toujours l'habitude de dire que lorsque vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Mais moi, je dis toujours que lorsque vous ne vous occupez pas de l'environnement, c'est votre environnement qui s'occupe de vous. Je prends l'exemple d'une maison où vous ne prenez pas soin de l'entretenir. Vous allez créer des nids de moustiques et vous allez vous plaindre que vous êtes tout le temps malade.
Donc ça, c'est juste un exemple que je donne par rapport à ça. Si vous pouvez revenir au deuxième volet de votre préoccupation. Je voulais savoir si le succès et la réussite pouvaient être au rendez-vous sans être pleinement engagé dans ce qu'on fait. Je pense que ce que j'ai dit dès le départ, il ne faut pas penser que lorsque vous êtes engagé, vous allez être primé. Je ne m'attendais jamais à être primé. Mais je pensais que le travail que je le faisais répondait à mes obligations. Votre travail vous primait déjà bien avant? Oui. Donc j'avais cette satisfaction et je la partageais avec les membres de ma famille. Et ce n'est pas facile parce que j'étais parfois la risée des autres collègues qui disaient c'est pas possible, comment vous pouvez passer tout le temps avec des villageois en train de les aider parce que j'ai longtemps travaillé dans l'agroforesterie et j'ai compris pourquoi on avait beaucoup de difficultés parce que les communautés étaient en train d'appliquer une culture itinérante sur brûlis. Et ces contacts avec ces agriculteurs, les aider à améliorer leurs pratiques pendant 10 ans, ça m'a aidé dans la conviction qu'il fallait faire quelque chose pour nos forêts. Et nous avons pensé qu'à partir de Kisangani, ces messages n'allaient pas avoir beaucoup d'impact parce que les décisions, c'est à Kinshasa. C'est comme ça que nous avons dit quitter Kisangani pour venir à Kinshasa, pour influencer les décideurs. À l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, on était en train de mettre en place les nouveaux codes forestiers. Et nous nous sommes présentés pour réellement aider à la mise en œuvre de ces codes. Et cette décision a été difficile à prendre pour moi. Parce que cela supposait laisser ma carrière à l'université de Kisangani, où je pouvais évoluer jusqu'à devenir professeur d'université. Mais à cause de cet engagement, il y a des choix qu'on doit faire sans nécessairement se dire que vous allez être primé. Donc, je ne dis pas que chaque engagement doit déboucher sur une prime, mais il y a la prime de satisfaction qui est la plus importante. Le fait d'être engagé et ce qu'on vit tous les jours en tant que personne engagée, c'est déjà en fait, c'est déjà ça le succès. En réalité, la reconnaissance des autres, ce n'est pas pour ça que... Vous ne pouvez pas imaginer, madame, lorsque je rentre d'une mission de terrain, et après avoir passé toute la journée avec les paysans, je vois qu'ils sont en train d'adopter les techniques que j'ai proposées. Quelle est ma fierté lorsque je rentre à la maison et je partage ça avec ma famille. Je crois que ça c'est plus important et ça n'a pas de prix. On ne peut pas quantifier cela. Cette satisfaction, je pense que c'est parmi les choses qui nous ont poussés. Mais aussi lorsque, ça on doit le dire, la communauté internationale commence à reconnaître qu'en République démocratique du Congo, il y a effectivement pillage des ressources naturelles. Et cela s'est concrétisé par les rapports du panel des experts des Nations Unies. Ce panel n'a fait que regrouper les différentes recommandations et travaux de la société civile que les amis et moi étions en train de faire sur le terrain. Merci, Monsieur René, pour ces leçons des plus édifiantes. Je crois que ça a répondu à ta question. Se sont succédés sur ce plateau, sur le plateau de Congo d'Excellence, de nombreuses personnalités qui ont su se distinguer dans leur vie et sortir du lot. Elles sont devenues des références notamment en matière de valeurs morales. Mais il faut quand même reconnaître, Christelle, qu'aujourd'hui, avec notre invité, l'émission est passée a franchi un nouveau cap, une nouvelle dimension. Nous avons un prix Nobel alternatif à nos côtés. Effectivement, Nathalie, notre invité n'est pas simplement un expert en matière d'environnement ou encore en questions environnementales. Il est en plus lauréat du prix Nobel alternatif qui lui a été décerné en 2009. Ça s'était fait à Stockholm, en Suède. Et donc ce couronnement fait écho en quelque sorte à la rigueur de votre engagement. Monsieur René, je m'adresse directement à vous, mais surtout de votre intégrité morale dont témoigne indubitablement votre parcours, puisque nous nous sommes également intéressés à votre biographie. Vous êtes ainsi le tout premier Congolais à pouvoir décrocher cette distinction qui vous place d'ailleurs parmi les sommités. Et ceci vous confère, entre autres, un crédit considérable, autant sur le plan national qu'international, Nathalie. Voilà, vous faites aujourd'hui partie de notre patrimoine. Monsieur René est comme une étoile pour le Congo qui brille très haut dans le ciel. Mais n'en rajoutons pas plus et suivez cet élément.
Dans un contexte de lutte marqué par une forte pression autant sur le plan national qu'international, il devient impératif de disposer de références sûres et fiables, de qualités objectives, mais surtout de l'intégrité morale. René Ngongou est le premier Congolais à avoir reçu le prestigieux prix Nobel alternatif en 2009. Ce prix lui a été décerné pour son courage dans la lutte contre la déforestation et son combat en faveur de la sauvegarde et de la gestion durable des forêts congolaises. C'est le premier prix Nobel que nous avons au Congo dans ce domaine-là. Et j'estime qu'il est capable de continuer dans ce sens. Voilà, après avoir suivi cet élément, je propose que nous puissions passer, Christelle, à une nouvelle série de questions. Et nous allons donc commencer avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Monsieur René. Bonjour Nadia. Je suis Nadia Mpiana, licenciée en droit économique et social de l'Université protestante au Congo. Et je travaille dans une société privée de la place. Ma question est la suivante. Souvent, les grandes causes humanitaires finissent par devenir le fonds de commerce qui profite à leur porte-étendard. Comment ne pas tomber dans le piège de la récupération ou du profit facile? C'est vrai, vous touchez à un débat qu'on a eu pendant très longtemps dans notre jeune organisation, parce que je vous ai dit qu'on a fait 5 ans sans avoir un financement. Et pourtant, il y avait des financements à l'époque, mais les financements étaient orientés vers l'humanitaire. Il fallait faire le choix de rester écolo ou d'aller vers les questions sociales. Écolo sans le sou, hein, donc, oui, et ce n'était pas facile. Mais nous avons pensé que nous avions un idéal à atteindre et nous ne sommes pas allés dans cette question-là. Quelque temps après, ce qui était à la mode, c'était les élections. Beaucoup d'organisations sont allées dans les questions électorales parce que c'est là qu'il y avait des financements. Et ce qui tue beaucoup d'associations, c'est parce qu'on n'a pas un idéal, on navigue au gré des financements. Et nous avions fait cet effort et je vous dis que ce n'était pas facile. La tentation était grande. Et même aujourd'hui, on a eu beaucoup de sollicitations, surtout après les prix qui a été présenté tout à l'heure. Mais nous avons pensé que nous ne devons pas trahir nos convictions. C'est comme ça que nous sommes restés. Et parfois, c'est des choix qui font de nous la risée des amis ou même des membres de la famille qui disent « mais vous allez mourir pauvre parce que vous laissez passer des opportunités ». Donc je pense que c'est une conviction de savoir est-ce que je me fixe un objectif, j'essaie de l'atteindre ou je me laisse aller au gré des vents, au gré des opportunités. Et je pense que ça ne paye pas parce que nous avons vu, c'est quelque chose qui vient à la une, les élections, après ça passe. Il y a eu la question d'éruption volcanique à Goma, avec tout ce que ça a drainé comme financement. Et bien avant cela, il y a eu la question des réfugiés rwandais, qui était, et je pense que la ville de Goma n'a jamais eu autant d'organisations. Il y avait plus de 1000 organisations internationales qui étaient basées là-bas, parce qu'il y avait des financements. Et nous pensons que si on a un idéal à atteindre, on ne doit pas se laisser distraire, parce que tous ces éléments font partie des distractions qui nous éloignent très souvent, malheureusement, de nos objectifs. Vous avez vu, je pense, beaucoup de gens, malheureusement, on va dire, passer du côté obscur de la force et céder à la tentation. Beaucoup céder à la tentation et renier même les causes pour lesquelles nous étions en train de combattre ensemble. Merci. Nous allons passer cette fois à la question de Héritier. Bonjour, monsieur René. Bonjour, Héritier. Moi, c'est Héritier, je suis géologue, exploration pétrolière et géologie minière. Ma question est la suivante. Les questions de protection de l'environnement sont opposées à certains intérêts économiques et sont exposées au trafic d'influence ainsi qu'aux tentatives de la corruption. Pourrez-vous me parler? J'aimerais savoir comment avez-vous gardé l'intégrité, votre intégrité morale? La question que vous posez a deux aspects. J'ai perçu
l'opposition entre la conservation et le développement à travers l'exploitation de ressources comme le pétrole. Là, je dois dire que c'est un faux débat parce que nous n'avons jamais dit dans notre combat de tous les jours que nous sommes contre le développement ni contre l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'avec des amis, nous avions créé un réseau ressources naturelles parce que nous pensons qu'il est possible que notre pays sorte de la misère indescriptible en exploitant judicieusement, rationnellement ces ressources naturelles. Donc là, c'est un faux débat quand on essaie d'opposer les écologistes comme anti-développement. Mais si je puis préciser, hein, peut-être tu vas me dire si je me trompe, les intérêts économiques ne sont pas toujours rationnels. C'est la loi du profit, un point c'est tout. Et je veux dire, c'est comme l'Antarctique. Certaines personnes aimeraient bien aller exploiter l'Antarctique. On n'a peut-être pas besoin d'aller exploiter dans l'Antarctique, mais il y a moyen de se faire de l'argent. Vous voyez, et là, à ce moment-là, ça peut entrer en contradiction, alors qu'en réalité, c'est non, un point c'est tout. On ne va pas dans l'Antarctique parce que c'est pas nécessaire. Oui, il y a des choix qu'on doit faire. Dans ces cas-là, malgré tout, les gens, ils ne cherchent pas à voir ce qui est utile ou pas, ils cherchent ce qui peut rapporter de l'argent. C'est vrai, vous avez raison, madame, quand vous abordez cette question, mais je pense qu'il y a des choix qu'on doit faire. Et lorsqu'on doit opter pour une exploitation, elle doit se faire de manière rationnelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec des amis, on a commencé les activités sur les questions forestières. Aujourd'hui, allez voir le nombre d'organisations qui travaillent dans les questions de forêt, il y en a plusieurs. Mais nous pensons qu'il y a aussi une question qui mérite l'attention, c'est la question d'économie verte. Tout à fait. Pendant qu'ailleurs, on est en train de verdir l'économie, ça veut dire une économie qui est différente de celle qu'on appelle l'économie brune, qui est source de pollution, qui est source de destruction de la nature. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du Katanga ou du Kasaï, où pendant des années, nous avons un passif environnemental qui est déplorable. Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de mélanger les deux. Une exploitation qui tienne compte des questions économiques, parce que l'exploitation doit être rentable, des questions sociales, parce que quand vous voyez les paradoxes entre les endroits où on exploite les ressources naturelles et la pauvreté caractéristique, là, on se pose des questions. Mais il y a aussi les questions d'exploitation durable, les questions environnementales, le respect des normes environnementales. Donc là, j'avais ouvert cette parenthèse pour dire qu'il est possible de combiner les deux. Mais il y a des endroits comme les aires protégées qui sont justement protégées contre ces genres d'activités qui menacent l'intégrité de ces aires protégées. Donc c'est incompatible dans ces endroits-là. Et on n'a pas nécessairement besoin d'y aller dans ces endroits-là. Hein, dans le cas de notre pays, la loi, jusqu'à présent, nous avons moins de 13% comme aires protégées. Ça veut dire que nous avons 87% de notre territoire où nous pouvons exploiter. Et partout, vous avez soit les minéraux, soit du pétrole. Donc je pense que c'est important d'avoir des réserves stratégiques pour notre pays. Parce que beaucoup disent, et je pense que c'est une des visions de nos dirigeants, nous devons faire de notre pays une puissance environnementale, une puissance écologique. Je profite toujours lorsque je partage avec des jeunes comme vous êtes, de dire l'exemple d'un ami belge. Il est devenu ami, mais à l'époque, je ne le connaissais pas. J'avais reçu un journaliste belge il y a plus de 25 ans. Et dans une émission, parce que j'avais animé des émissions pour sensibiliser, ça s'appelait L'homme et son environnement, il me dira ceci, et ça j'aime toujours le répéter lorsque je suis face à des jeunes. Il me dit, René, aujourd'hui, les Zaïrois, parce qu'à l'époque c'était les Zaïres, viennent chez nous, parler de son pays, la Belgique, comme des réfugiés économiques. Mais si vous préservez votre forêt, votre environnement, nous les Belges, nous allons rentrer chez vous comme des réfugiés écologiques. C'est tout un message et je pense que demain, nous pouvons devenir une puissance parce que les gens viendront chercher ce qu'ils ont détruit chez eux. Tout à fait. Et puis vous avez parlé de l'économie verte. Et je pense qu'il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, la finance verte, la finance responsable est en train de se développer. Ça veut dire que les personnes qui aimeraient s'engager dans ce type
dans des business, dans des green business, des éco-business, l'éco-design et autres, la finance est en train d'embrayer le pas. De plus en plus de fonds d'investissement ne veulent plus mettre de l'argent dans des projets qui n'ont pas un impact social positif ou ont un impact environnemental négatif. Donc je crois que c'est une manière aussi pour le Congo de se positionner sur le marché international en adoptant rapidement des normes environnementales. Et là, je pense que vous venez d'ouvrir une petite porte pour la jeunesse qui, malheureusement, cherche toujours à s'évader, aller ailleurs. À travers la green economy, l'économie verte, il y a beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Je pense qu'il faudrait aider les jeunes à savoir que dans ces questions, par exemple, des énergies nouvelles et renouvelables, il y a plein de potentialités, plein d'ouvertures. Dans les questions des transports écologiques, dans les questions de construction, voilà, il y a déjà des normes. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines qui peuvent aider notre pays, surtout la jeunesse, à bien s'orienter et à atteindre l'idéal pour lequel ils n'ont pas besoin d'aller se réfugier à l'extérieur. Oui. Tout à fait. Et nous allons continuer avec cette fois la question de Linda. Bonjour Monsieur René, c'est Linda Sissa, étudiante à l'UPN en G3 Gestion. Ma question est celle-ci. Quel a été l'apport de votre prix, le prix Nobel alternatif en termes de crédibilité et d'appui à votre action, et cela a-t-il transformé votre vie? Lorsque j'ai reçu ce prix, je me suis fait une promesse personnelle que cela ne me rende pas orgueilleux. Parce que je disais, je n'ai rien fait d'extraordinaire pour le recevoir. C'est un fruit. C'est vrai que je l'ai reçu, mais c'est un travail commun avec d'autres. Mais en même temps, je l'ai dit lorsqu'on m'a donné l'occasion de faire un discours. Pour ceux qui ne le savent pas, on était à la veille de Copenhague, un sommet où on parlait des changements climatiques. Et il était question lors de ce sommet de parler des forêts du monde, et particulièrement du bassin du Congo. J'ai dit, lorsqu'on me remettait ce prix, que c'était un micro supplémentaire qu'on donnait à la RDC pour défendre les intérêts de nos forêts. Et c'est vrai que beaucoup de portes ont été ouvertes. Et je le dis toujours à mes proches, chez nous au pays, nous passons inaperçus et je l'aime bien. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, c'est tout à fait autre chose. Surtout en Allemagne, parce qu'un des fondateurs de ces prix-là, il est suédois, mais aussi il a la double nationalité, il est aussi allemand. C'est un prix qui est très connu en Allemagne. Ça fait qu'au niveau de l'Allemagne, je ne passe pas inaperçu. La preuve, la ville de Neumarkt, dans la Bavière allemande, m'a déjà accordé la citoyenneté de cette ville. Et les Allemands ont créé une association qu'ils appellent Zamba. Vous savez, Zamba, c'est la forêt. À cause de ces prix-là, ils ont dit, nous allons mettre des moyens pour aider à la préservation des forêts de la RDC. Et ça, c'est en Allemagne, mais aussi en Belgique, partout où nous passons, ça nous ouvre des portes pour parler des forêts de la RDC. Je l'ai toujours dit, malheureusement, les pays n'en bénéficient pas parce que c'est un élément qui nous aide dans notre plaidoyer sur les questions forestières. Parce qu'essentiellement, le prix a été donné pour le travail dans les secteurs forestiers. Il nous appartient à les capitaliser et nous pensons que nous essayons du mieux que nous pouvons. Parce qu'au-delà de ça, nous avons été répertoriés parmi les lauréats des prix sur l'environnement. Il y a à peu près 17 prix à travers le monde qui donnent les prix sur l'environnement. Et chaque année, au mois de février, à Freiburg, en Allemagne, nous nous retrouvons avec d'autres lauréats qui viennent du monde entier. Et c'est pour nous une occasion de faire passer le message par rapport à nos questions spécifiques de la RDC. Donc, je ne dis pas que ça fait de moi un ambassadeur, mais ça me donne quand même les opportunités de plaidoyer sur les questions forestières. Et ça ouvre, comme l'exemple des Zamba. C'est une association comme tant d'autres qui sont en train de se créer parce qu'ils veulent venir pour appuyer l'effort de préservation de nos forêts. Dernier thème de cette émission, Monsieur René, mais pas des moindres.
Et avec ce thème, nous allons nous projeter dans le futur, dans l'avenir. Nous allons faire un petit peu de prospective et nous allons aussi évidemment parler de croissance parce que le Congo a besoin de développement économique, mais on parle évidemment d'une croissance responsable. Nous allons parler du tourisme, qui est un secteur porteur s'il est évidemment bien exploité, n'est-ce pas Christelle? Nous allons ainsi nous plonger, Nathalie, dans un secteur qui est actuellement en plein essor sur le continent africain. Générateur des recettes considérables, le tourisme contribue largement à la création des emplois, mais aussi à dynamiser sensiblement les économies des pays qui sont dits émergents. On a par exemple le cas du Kenya, on a l'Afrique du Sud ou encore le Rwanda voisin. Et c'est d'ailleurs une petite étude qui vous permet de le réaliser à travers ce document. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, intitulé « Le tourisme en Afrique, exploiter l'industrie touristique pour améliorer la croissance et les sources de revenus », les pays d'Afrique pourraient rivaliser avec les régions les plus touristiques du monde s'ils accordaient au tourisme la place qu'il mérite dans leurs économies. L'Afrique, principalement subsaharienne, constitue un marché émergent important et malgré l'incertitude politique de certaines régions, ce rapport constate une demande en expansion sur l'ensemble du continent. Le tourisme constitue aujourd'hui une des plus grosses branches d'activité du monde et le plus grand secteur de services capable de générer plus de 800 milliards de dollars par an. Plus du double de ce montant est espéré d'ici 2020, ce qui en fait un secteur plus important que l'automobile, l'agriculture ou encore l'électronique. Les petites et moyennes entreprises concentrent la plus vaste majorité des emplois du tourisme, ce qui garantit une croissance des plus rapides sur les marchés émergents et soutient les objectifs du millénaire. Alliance Virunga est une application de la vision future du développement du tourisme aux horizons 2020 en RDC. Un projet capable de générer jusqu'à 1,1 milliard de dollars américains, dont près de 30% sont rétrocédés à la population locale. C'est un des taux des rétrocessions les plus élevés en Afrique centrale, la rétrocession ougandaise n'excédant pas 1%, tandis que le Kenya est à 3%. C'est un programme qui se fait, c'est un programme du gouvernement, mais qui se fait avec tous les différents secteurs de la société du Nord Kivu, donc les agences de l'État, dont l'ICCN, mais bien d'autres également, la société civile, donc tous les différents acteurs au niveau de la société civile qui s'intéressent au développement durable, et le secteur privé, qui est bien sûr l'instrument le plus important pour le développement économique dans la province. Donc, c'est un programme qui est extrêmement ambitieux, qui pourrait transformer la relance économique de la province. La construction sur fonds propres du barrage de la Mutwanga, situé en plein Virunga, promet une amélioration considérable du niveau de vie des populations locales, souvent tentées de recourir à la fabrication du charbon de bois ou encore au braconnage comme source de revenus. Ce barrage fournira l'énergie nécessaire à la mise en place des industries de transformation, premier facteur de développement. Un des projets principaux à l'heure actuelle, qui est le programme d'énergie durable, donc sur base des ressources renouvelables du parc, c'est-à-dire l'électrification rurale dans les territoires, dans ce cas-ci dans le territoire de Rutshuru, parce que c'est le plus près. Il y en a une autre qui a déjà été construite dans le territoire de Beni, et puis il y a cette centrale hydroélectrique de Rutshuru qui est en construction à l'heure actuelle. C'est un programme extrêmement ambitieux, vraiment le plus grand programme d'infrastructure sociale de la province à l'heure actuelle. Ça, c'est un projet du parc. Et voilà, eh bien, nous allons à présent passer à la première question de cette dernière série de questions. Et nous allons prendre la question de Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Monsieur René. Bonjour. Patricia Etana, étudiante à l'UPC en G2-3. Monsieur, ne pensez-vous pas que le développement du tourisme présente un risque pour notre environnement qui risquerait d'être endommagé? C'est vrai qu'on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on parle d'un tourisme responsable, de l'écotourisme, parce qu'on doit gérer la masse de visiteurs qui arrivent. Parce que le milieu a une capacité de charge qu'il ne faut pas dépasser. Je pense que si nous nous mettons à 100 sur cette table, elle va s'écrouler. Ce sont des règles de la nature qu'il faut respecter.
Mais dans le cas de notre pays, je pense que nous n'avons pas encore atteint ces niveaux-là. Et ce tourisme est réglementé. Aujourd'hui, vous avez parlé de nos voisins, vous avez parlé du Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda, le Kenya. Tout est réglementé. Vous pouvez faire des réservations, mais on vous dit, par exemple, il faut revenir en 2016 parce qu'ils ont une capacité contrôlée par rapport à l'accès au tourisme. Réglementé, mais surtout organisé et bien mettre organisé. en place. Et c'est vrai qu'on a commencé par l'autre revers du tourisme, mais il y a beaucoup d'avantages du tourisme parce qu'on a toujours parlé, et ça je l'ai enseigné à mes étudiants à Kisangani, du pouvoir multiplicateur du tourisme. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact de l'arrivée du tourisme parce que quand déjà il fait sa réservation à partir de son pays d'origine, c'est de l'argent qui commence à entrer. Quand il prend l'avion, j'espère que bientôt on aura une compagnie nationale, c'est de l'argent qui entre dans la compagnie. Il arrive à l'aéroport, les taximens, l'hôtel, c'est tout le monde qui se retrouve. Les restaurateurs, les guides, les cadeaux qu'il achète, les objets d'art. Les agriculteurs. C'est vraiment, aujourd'hui quand on dit que Goma est la capitale touristique de la RDC, c'est parce qu'on se réfère au passé où cette ville ne vivait que par le tourisme. Et c'est ça qui a créé la tradition des hôtels. Je ne sais pas s'il y a une ville en dehors de Kinshasa, peut-être, qui a autant une densité élevée en nombre d'hôtels comme la ville de Goma. Cela s'explique par le tourisme. Et nous pensons que notre pays a des potentialités énormes dans ce domaine qu'il faut découvrir et vendre. Vendre positivement pour que les gens viennent mettre comme la RDC comme une des principales destinations. Parce que, pour la petite histoire, il y a 3 ans, nous avons fait venir des agents de tourisme du Canada, de la France et de la Belgique ici à Kinshasa. Ils ont fait le tour des provinces Bas-Congo, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Mais ils étaient émerveillés pour dire, mais ce n'est pas possible. Vous avez des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et malheureusement, je le dis toujours, ce secteur n'est pas bien organisé. Nous pouvons, rien qu'avec le tourisme et l'écotourisme, laisser nos mines tranquilles. On dit ça va être pour les générations futures. Nous, on exploite on l'a vu ces dans secteurs. l'élément. On a vu dans l'élément, Christelle. Hein. Depuis 2005, c'est 800 milliards de dollars de rentrée dans le monde. Et d'ici 2020, qui va être doublé. Il est prévu qu'on arrive à 1600 milliards. Et malgré la crise, les Occidentaux n'ont pas diminué leurs dépenses en matière de voyage et de vacances. Voilà. C'est comme ça que les pays se battent pour avoir des sites du patrimoine mondial. Parce que quand quelqu'un veut aller visiter, il commence par les carnets des sites du patrimoine mondial. Bien voilà, Christelle, nous arrivons à la fin de cette émission et le soleil se couche avec nous. Nous sommes pleinement accompagnés et nous vivons au rythme de la nature. Rythme de la nature, Nathalie qui nous a accueillis ici. Nous sommes au Jardin botanique de Kinshasa, je le rappelle, pour ceux qui nous ont trouvés de court. Et bien sûr, au regard de ces potentialités insoupçonnées, mais surtout de ces forêts et autres espaces protégés qui sont aujourd'hui menacés par l'activité humaine, le peuple congolais tout entier est appelé à un maximum de vigilance. Surtout la jeunesse qui est d'ailleurs la force relais de demain. Alors aujourd'hui, M. René Ngongo, quel message pouvez-vous adresser à cette jeunesse qui, demain, devra également rendre des comptes sur la gestion de ce patrimoine magnifique que nous avons en RDC? Merci. Je dois d'abord remercier toute l'équipe de Congo d'Excellence pour nous avoir choisi et venir parler à cette jeunesse. Vous me donnez l'opportunité de m'adresser à la jeunesse. Parce que si aujourd'hui les cadres s'y prêtent, nous sommes en train d'observer cette nature qui est là, c'est parce que hier, il y a nos parents, nos ancêtres qui ont préservé ce patrimoine. Et quoi de plus normal de penser à léguer ça aux générations futures? Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que de léguer aux générations futures une nature généreuse. Quand vous allez dans la forêt, je l'ai dit et je le dis toujours des milliers de fois, c'est une alimentation. Allez dans les forêts. Beaucoup de jeunes à Kinshasa n'ont pas eu l'occasion d'aller en forêt.
Vous allez là-bas, vous sortez avec de la nourriture. Vous allez dans la forêt, vous sortez avec des médicaments. C'est aussi une pharmacie. Mais parce qu'il y a eu des gens qui ont préservé cela. J'avais répondu à un ambassadeur de l'Union européenne qui disait il ne comprend pas les Congolais lorsque les Congolais demandent que parce qu'il y a des forêts, que les Congolais reçoivent de l'argent. Et quel est l'effort que les Congolais ont fait pour avoir ces forêts-là. Et dans la salle, il y avait beaucoup de politiciens qui ont donné des réponses politiques et diplomates. Et j'étais presque le seul de la société civile à prendre la parole pour dire les Congolais ont fait un travail, c'est de préserver ces forêts-là. C'est ça le travail que les Congolais ont fait. Parce qu'ailleurs, on ne les a pas préservés, on les a détruits. Et je demande à la jeunesse de contribuer à préserver ces forêts. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en tirer les dividendes. Il faudrait que nous puissions laisser aux générations futures la possibilité de tirer les mêmes dividendes que nous. Et c'est un acte de charité, un acte d'amour pour nous-mêmes parce que nous sommes en train d'en jouir, mais aussi pour les générations futures. Et je me rappelle notre ami belge qui disait, demain, les gens viendront ici comme exilés écologiques et nous allons poser des conditions pour les visas en RDC. Ça sera un des visas les plus chers parce que les gens chercheront à venir ici pour respirer la nature merveilleuse que Dieu nous a donnée et que nous avons l'obligation de gérer aux générations futures. J'invite donc les jeunes, qu'ils soient agronomes, qu'ils soient médecins, qu'ils soient économistes, juristes, architectes, de pouvoir s'imprégner des questions des ressources naturelles de l'environnement. Et je pense que je plaide toujours que l'écoute de l'environnement se donne dans toutes les options parce que nous avons des liens évidents. Et même en théologie, je pense qu'ils ont l'obligation d'avoir des cours sur l'environnement parce que c'est une preuve d'amour que de protéger notre environnement. Qui protège notre environnement préserve notre avenir et l'avenir des générations futures. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et je vais en profiter donc pour inviter tous les jeunes et les moins jeunes à aller visiter les nombreux sites qu'il y a ici à Kinshasa, les sites de l'ICCN comme ce jardin botanique, il y a le jardin zoologique, j'étais au lac Mavale ce week-end et au Bonobo, sont deux sites aussi qui sont magnifiques et il y a encore plein d'autres choses à voir en dehors de la ville. Donc sortez, allez visiter, allez vous divertir et comme nous, sentez la puissance des arbres autour de vous. Merci beaucoup René pour cette contribution qui a pu nous éveiller nos téléspectateurs à l'importance de la protection de la nature et de l'environnement. Vous l'avez dit, pas seulement pour nous, pas seulement pour eux, mais pour nous-mêmes, pour notre salut, pour notre avenir. Et vous avez pu effectivement aussi nous rappeler combien nous avions une responsabilité, mais aussi la chance d'être les gardiens d'un patrimoine mondial de l'humanité, comme nos forêts par exemple. Et nous avons cette obligation d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Encore merci beaucoup René. Et nous adressons également nos sincères remerciements à tous nos intervenants qui ont fait preuve de beaucoup de disponibilité, surtout de patience. Leur contribution nous aura donc été très gracieuse. Et je tiens, avant de terminer cette émission, à remercier particulièrement du Jardin botanique afin que nous puissions réaliser cette émission. Et bien sûr, je vous réitère également l'invitation de pouvoir venir visiter ce site et de vous ressourcer en oxygène pur avant tout. Merci à vous et à la semaine prochaine alors Christelle, je pense, au mois prochain. Merci, au revoir.